Ok, bonjour à tous. D'où on va commencer ou poursuivre cette série de cours en s'intéressant aujourd'hui aux matériaux inorganiques, nano-architecturés, préparés par minéralisation à partir de modèles. Mais dans un premier temps, je vais terminer quand même mon étude sur le sol-gel et ce que nous avions commencé la dernière fois sur le sol-gel, où il reste certaines parties à terminer. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois sur le procédé sol-gel, que je rappelle ici, c'est tout d'abord l'utilisation d'un précurseur moléculaire qui, par des réactions de polycondensation, va conduire à des oxydes ou des matériaux, je dirais, mésoporeux, avec des morphologies variées. On avait vu que dans ce cas, on pouvait obtenir des sols qui ne sont que des colloïdes. Vous allez voir aujourd'hui, on va revenir fortement sur les colloïdes, avec dans ce cas des étapes de gélification qui nous permettent, par des méthodes de fluide supercritique, d'obtenir ces fameux aérogels dont on a parlé la dernière fois et dont on va continuer ici. On avait également montré qu'on pouvait faire toute une ribambelle de matériaux sous n'importe quelle forme, que ce soit des couches minces, des films, voire également des fibres. Ce que nous avions vu la dernière fois était finalement le procédé sol-gel dans sa totalité, presque, puisqu'on avait vu les sol-gels à partir d'alcoxydes, notamment de SiO2, TiO2 et ZrO2. On avait également couvert, rappelez-vous, les aérogels hybrides, dans lesquels on a un mélange de composés inorganiques et organiques. Et ensuite, on s'est intéressé finalement à la déviation du processus sol-gel et voir si on pouvait l'appliquer à d'autres oxydes en deçà du silicium, titane ou zircone. C'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à du oxyde de manganèse, les oxydes de fer, voire même les oxydes de terres rares. Et je vous avais montré qu'en ce cas, eh bien, il fallait utiliser une autre méthode de synthèse basée sur la réaction redox, ou alors dans le cas de l'étude de l'oxyde de propylène, et ainsi de suite. Et enfin, on avait terminé dans le cas des aérogels de carbone à partir de mélange de résine, résorcinol, formaldéhyde. Donc voilà, si vous voulez, ce que nous avions couvert. Et la question qui se posait était de savoir si est-ce qu'on peut faire ce procédé sol-gel toujours en milieu aqueux. En effet, quel serait l'intérêt de pouvoir court-circuiter ce milieu aqueux et de passer à un milieu non aqueux? Eh bien, dans ce cas, ça nous permettrait finalement d'éviter la lourdeur de certaines étapes du procédé sol-gel, qui sont le contrôle de la vitesse d'hydrolyse, qui sont le contrôle des pH et également la réaction d'hydrolyse, et également l'eau de surface qui est absorbée à la surface de cet aérogel, qui peut être gênante pour certaines applications. D'où l'idée de base était de former, dans ce cas, des ponts oxygène à partir d'une réaction de condensation et en évitant la réaction d'hydrolyse. C'est la raison pour laquelle il a été proposé la possibilité de faire réagir des alkoxides avec, dans ce cas, des halogénures de silicium pour pouvoir obtenir ce groupe siloxane et la libération de Rx. Et dans ce cas, il a été possible, et c'est Robert Corriou qui a fait ça dans les années 1990, de préparer des gels de SiO2 sans utiliser finalement l'oxygène provenant de l'eau, mais par contre en utilisant l'oxygène qui provient tout simplement des alcools ou autres qu'on utilise, ou du solvant utilisé dans ces réactions. Alors ce genre de synthèse a été poursuivi dans les années qui ont suivi avec la possibilité de fabriquer, comme vous voyez ici, des oxydes de titane, TiO2, sous forme d'aérogel, à partir, dans ce cas, du isopropyl d'éther, que l'on fait réagir avec l'halogénure de titane, TiCl4. Et vous voyez qu'à 110 degrés, on peut obtenir des gels de TiO2. De la même façon, on peut préparer, dans ce cas, du TiO2 à partir de l'alcool benzylique, où on va utiliser cette fois l'oxygène alcool benzylique comme source pour former TiO2. Et vous obtenez qu'en ce cas, on a des réactions qui sont relativement simples, comme indiqué ici, et vous obtenez toutes ces nanoparticules qui, dans des conditions bien définies, arrivent à former des gels. Alors ce genre de réaction a été encore poursuivi et généralisé, pas seulement à des binaires, mais également à des ternaires, des oxydes ternaires, c'est-à-dire des phases perovskites et ainsi de suite, ou spinel. Et comme vous pouvez voir ici, avec des réactions relativement simples, je prends ici la réaction de ce composé, qui est très connu pour ses propriétés ferroélectriques, BaTiO3. Eh bien, on peut l'obtenir par réaction directe à 200 degrés à partir de réactivité, dans ce cas, des alkoxydes de barium et alkoxydes de titane, qui vont me donner BaTiO3. Alors, vous voyez comment ça se fait. Dans ce cas, on va directement prendre un morceau de barium que l'on va tout simplement déposer ou mettre dans l'alcool benzylique pour former dans l'alkoxyde de barium, qu'on va faire réagir avec l'alkoxyde de titane dans une autoclave de 200 degrés, et vous obtenez dans ce cas pas des gels,
mais vous obtenez, si vous voulez, de belles particules, de nanoparticules de la phase BaTiO3. D'où voilà, si vous voulez, la possibilité de faire, je dirais, des gels dans des milieux autres que des milieux aqueux. Alors, si vous voulez, on a vu les oxydes, on a vu maintenant les milieux aqueux et les milieux non aqueux, et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut faire des gels à partir de composés qui ne sont pas des oxydes, c'est-à-dire des chalcogénures. Et là aussi, il y avait, je dirais, il y a de cela une vingtaine d'années, un désir fort de faire de tels matériaux en raison des propriétés optiques de ces chalcogénures, qui d'ailleurs vous seront détaillées en plus grand détail par le conférencier qui va suivre. Et effectivement, il est possible de faire de tels semi-conducteurs sous forme d'aérogel, comme vous allez le voir. Et d'ailleurs, ici, je vais tout simplement mentionner des travaux du prochain conférencier qui a fait cela, comme vous voyez, dans les années 2001, où ils ont pu préparer des gels de cadmium de sulfure. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez une solution de nitrate de cadmium en milieu aqueuse, dans laquelle vous allez, dans ce cas, ajouter ce mélange de triméthylamine avec du fluorothiophényl. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez former, dans ce cas, un gel avec des colloïdes, mais dans ce cas, ces particules vont être du CDS, qui vont être directement coiffées, si je peux dire, par découpement de thiolate. Et ensuite, eh bien, il va falloir tout simplement générer ou faciliter cette réaction de polycondensation par, on va le faire dans ce cas, ou ce qu'ils ont fait à l'époque, en utilisant directement H2O2. Et en utilisant cet H2O2, il va y avoir une oxydation qui va, dans ce cas, augmenter cette polymérisation pour obtenir, selon la quantité de H2O2, l'oxygéné par rapport directement à votre quantité de thiol, vous pouvez obtenir les différentes situations dans lesquelles on a un colloïde qui va ensuite conduire à des structures trois-dimensionnelles, des sols, des gels, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'ils ont pu obtenir pour la première fois des gels de sulfure de cadmium. Alors ces travaux ont bien sûr été repris par la suite par des groupes américains, et dans ce cas, ils ont pu aussi, par le même, je dirais, la même systématique, en prenant, dans ce cas, des particules colloïdales, toujours fonctionnalisées par des groupements thio, obtenir, par différentes réactions, vous voyez qu'en ce cas, les oxydations sont faites à partir de molécules différentes, puisqu'on va utiliser en ce cas du tétranitrométhane, comme indiqué ici, ou on peut également faire cela par des réactions photochimiques avec directement également de l'oxygène. Et on obtient ces gels qu'on va ensuite directement continuer à oxyder ou à polymériser avec cet ajout, je dirais, d'oxydants pour obtenir, en fonction du temps, ces différentes formations de gel avec, vous voyez, à 90 jours, vous avez dans ce cas un zéro gel. Et bien sûr, comme je vous l'ai montré auparavant, on peut dans ce cas utiliser le fluide supercritique pour sécher ces gels et on obtient dans ce cas des aérogels. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait également dans le cas des aérogels en deçà des oxydes. Et finalement, pour terminer et pour conclure cette partie sol-gel, il me reste à mentionner une autre application qui est assez intéressante, qui va consister tout simplement à insérer, lorsque vous faites votre aérogel, des particules, des colloïdes, de catalyseurs pour les piéger dans cette structure aérogel. Et c'est ce qu'on appelle l'utilisation de ces gels de silice comme de la colle. Comme vous voyez ici, on va préparer, comme je vous l'ai montré auparavant, ces gels de silice et juste avant la gélification, on va y insérer toute une variété d'espèces invitées qui peuvent être des solutions colloïdales à base de catalyseurs, à base de matériaux magnétiques, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on va piéger finalement ces particules à l'intérieur de ce gel, d'où le gel va être directement le matériau hôte. On va finir la gélification, et dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, eh bien, on va obtenir des mélanges. Vous allez pouvoir, dans ce cas, faire du lavage, également du séchage sous fluide supercritique, sans perdre ces particules que vous avez ajoutées. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, on va avoir une méthode de pouvoir, dans ce cas, donner une fonction à ce gel en y ajoutant différentes sortes de particules. C'est-à-dire qu'on va maintenir la porosité et également maintenir les propriétés physiques de chaque particule individuellement. Alors cela, ça présente des avantages énormes pour tout ce qui est la conception d'électrodes, où on va pouvoir apporter la partie électronique et la partie ionique, dans le cas des réseaux bioactifs, mais également
dans le cas des catalyseurs, et ainsi de suite, et on verra ça par la suite. Alors, un exemple de cela, eh bien, je vais prendre l'exemple d'un catalyseur qui va être un catalyseur d'or, comme indiqué ici. Vous voyez qu'ici, je vais prendre directement un catalyseur d'or avec du titane. Vous allez voir que c'est pour directement des propriétés de photoréduction. Et ce que je vais faire, c'est que dans ce cas, je vais préparer mon gel de titane et je vais injecter tout simplement un mélange de particules d'or qui ont ici été de nouveau fonctionnalisées par ces groupements thiolates. Et vous obtenez, si je peux dire, cette espèce, ce n'est pas une micelle, c'est directement les particules d'or avec les différents dendrimères que vous allez directement injecter dans votre gel, qui va être piégé dans le gel, et ensuite vous allez pouvoir directement procéder aux différentes étapes de condensation, de lavage et de séchage par fluide hypercritique. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que dans ce cas, on va pouvoir traiter ce gel à haute température. Lorsque vous faites un gel, vous savez directement que la partie inorganique est la plupart du temps amorphe. Eh bien, lorsque vous allez traiter, vous allez passer directement d'une phase TiO2 amorphe à la phase anatase avec ces particules d'or, comme indiqué ici. Bien ça va être utilisé pour des performances activité catalytique vis-à-vis de l'oxydation du monoxyde de carbone. Et l'avantage d'avoir ces structures aérogel, c'est que vous avez dans ce cas, eh bien, la distance que le gaz doit parcourir pour trouver une particule, je dirais, d'or est relativement minimale. Et vous avez bien sûr de nombreuses jonctions hors TiO2 pour permettre cette activité catalytique. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout ce qu'on peut faire avec ces sol-gel. Alors pour conclure, je dirais, ce procédé sol-gel, eh bien, je pense que vous avez pu réaliser que ce procédé sol-gel a quand même révolutionné plusieurs secteurs de l'industrie. C'est-à-dire permis le développement de dispositifs avec des fonctionnalités optiques et photoniques. On avait vu des capteurs, des cellules solaires, des fonctionnalités électroniques avec les ferroélectriques. On vient de voir BATO3 par exemple, ou alors pour le transport, et important dans le cas des batteries et piles à combustible. Des fonctionnalités thermiques, on avait vu ça la dernière fois avec différents aspects de cette isolation thermique, et ainsi de suite, acoustique, fonctionnalités mécaniques, fonctionnalités chimiques et fonctionnalités biomédicales. Donc comme vous pouvez voir, ce procédé sol-gel, je dirais, recouvre un nombre important d'applications et bien sûr, il demande à être encore amélioré car il y a beaucoup d'applications et beaucoup de recherches qui doivent s'effectuer pour améliorer cette maîtrise, si je peux dire, de la mésoporosité et des particules secondaires. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu le procédé sol-gel, mais vous allez voir que je vais toujours garder mon dénominateur commun qu'est les solutions colloïdales. Et on va passer des gels à l'élaboration de matériaux nano-architecturés par la synthèse template. Alors cette synthèse template, j'ai du mal quand je veux directement faire ce cours à savoir comment traduire template. Template, c'est un mot anglais qui dit modèle, moule, patron, gabarit. Et ce qui est intéressant, ce néologisme finalement, ce mot provient du vieux français template ou temploir. Donc finalement, on l'a retraduit en anglais, maintenant on ne peut plus le retraduire pour signifier ce qu'on veut dire. Vous voyez des fois les traductions entre différents langages. Peu importe. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit, et vous allez voir que ça, c'est un domaine encore en pleine expansion et qui produit énormément de papier et certainement des applications, certaines. D'où c'est quoi? Eh bien, c'est un procédé qui repose, je dirais, sur une pratique d'antan qui est liée à la fabrication de moules qui vont servir de base pour reproduire des structures, des figures, et également pour faire la cuisine. Bien sûr, ici, on ne va pas l'utiliser pour faire la cuisine, mais on va directement utiliser ces moules pour faire différentes architectures, c'est-à-dire des matériaux multifonctionnalisés. Le rôle du moule, finalement, eh bien, est tout simplement de pouvoir dupliquer une structure, et cela avec la meilleure reproductibilité possible. Mais également, il va jouer le rôle de squelette dans des différents dispositifs où chaque bloc aura une fonction bien définie. Et on va faire finalement de l'auto-assemblage pour récupérer cette fonction. Alors, si on regarde maintenant au niveau de la recherche, eh bien, on va travailler sur de nombreux colloïdes. Et je vais prendre les exemples relativement classiques. Je vais avoir un moule qui va être une membrane, et on verra dans ce cours ou dans le suivant comment, à partir de cette membrane, on va pouvoir obtenir des objets bien déterminés. Donc, cette membrane, je vais pouvoir la remplir par des métaux, par des solutions d'oxyde, ainsi de suite, pour obtenir ces genres de matériaux, ces composites.
Et ensuite, on va tout simplement retirer le moule pour obtenir directement ces nanofibres. Maintenant, je peux utiliser un gaz et tout simplement faire un dépôt confocal, c'est-à-dire sur les parois de mon tube. Je peux de nouveau retirer du moule et je vais avoir des nanotubes. D'où ça, c'est ce que j'appellerais des moules solides. On va pouvoir également utiliser des moules différents, des moules à base de peptides. Et là, on va utiliser, je dirais, presque des objets naturels. On va pouvoir utiliser des bactéries, ainsi de suite. Ou dans ce cas, vous voyez directement les couches membranes peptidiques avec les canalisations ici, où on va pouvoir injecter, par exemple, un métal, et ensuite, de nouveau, libération par attaque acide pour vous donner directement ces nanobâtonnets. On va pouvoir utiliser des tensioactifs. Et là, de nouveau, on va avoir le cœur avec les tensioactifs en surface. Et vous verrez, ça aussi, ça a des applications importantes pour tout ce qui est la conversion de l'énergie solaire, avec, dans ce cas, le retrait des gabarits, une fois de plus, pour préparer ces nanophiles. Alors, ces tensioactifs, eh bien, ça présente une richesse énorme dans la chimie des colloïdes. Pourquoi? Eh bien, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais ces tensioactifs, comme vous le savez ici, ce sont tout simplement des éléments qui ont une partie hydrophile et une partie hydrophobe. La partie hydrophile qui va aller se fixer à l'eau et la partie hydrophobe à la partie graisseuse, ainsi de suite. Et si je trace maintenant mon diagramme ternaire, si je peux dire, tensioactif eau et huile, eh bien, je vais avoir, lorsque je vais être riche en eau, des micelles sphériques. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, la partie hydrophobe sera à l'extérieur de la micelle. Si maintenant je vais dans des mélanges qui sont très concentrés en huile, eh bien, je vais avoir ce que j'appellerais la micelle inverse. Et vous allez voir que là aussi, tout cela va me fournir une richesse de mésostructures très importante. En effet, je vais pouvoir avoir des micelles cylindriques. Ces micelles, eh bien, elles vont pouvoir s'assembler par elles-mêmes pour me donner directement des structures, des échafaudages 3 dimensions, avec un assemblage hexagonal, assemblage cubique, et ou ici lamellaire, comme indiqué ici. Et c'est à partir de là, comme on verra par la suite, qu'on va pouvoir directement construire différentes sortes de matériaux, ainsi de suite. D'où, en utilisant, je dirais, cette diversité de micelles et de structures, je dirais, colloïdales, on va pouvoir préparer une multitude de matériaux avec des nano-architectures, nanostructures totalement différentes. Vous voyez, ici, on reverra directement comment cela peut être fait. Là, on a ce que j'appellerais un arbre qui sera vraiment intéressant pour tout ce qui est la conversion photovoltaïque. Et on a des particules cœur-couronne, des filaments, et là aussi des matériaux d'électrode, ainsi de suite. D'où on verra tout ça. D'où, vous avez vu, il va y avoir une variété de structures que l'on va pouvoir étudier, et tout ça va être lié à des applications. Et les applications, eh bien, elles vont toucher de nombreux secteurs, notamment celui des batteries, des supercondensateurs, des piles à combustible, voire applications médicales, capteurs et autres. Alors, comment vous transférez finalement que ce domaine est très important et qu'il est la source d'une activité, je dirais, gigantesque? Eh bien, tout simplement, je vais tout simplement vous montrer le nombre de publications dans ce secteur. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on est à 132 000 publications, et c'est un domaine où vous avez plus de 10 000 publications par an. Okay? Il y a très peu de secteurs scientifiques dans lesquels vous avez cela. Alors on peut se demander pourquoi. Je vais être un peu critique là-dessus. Pourquoi? Parce que si ce domaine s'est fortement développé, comme vous l'avez vu ici, il y a de belles images, eh bien c'est grâce au développement de tout ce qui est la microscopie. Et grâce à la microscopie, eh bien finalement, ce domaine de recherche sur les templates s'est fortement développé. Et durant ma présentation, vous allez souvent voir aussi qu'il y a dans ces recherches, eh bien, lorsque vous lisez les papiers qui sont énormes, et ma tâche finalement est de résumer en 1 heure, je ne dirais pas 10 000 papiers de l'année, mais vous donner un aperçu de ce qui se fait, eh bien vous allez voir que des fois c'est un peu de la science-fiction. Science-fiction, car dans toutes les planches que je vais vous présenter, je vais d'abord vous présenter le modèle que le scientifique a imaginé. Et ensuite, il va toujours chercher par microscopie de trouver la particule qui va bien sûr justifier sa schématique. Et lisez les papiers sur les templates, c'est systématique. Vous allez voir directement ce que j'ai rêvé, et ensuite, grâce à la microscopie, le rêve va se transformer en réalité. Il y aura certains cas où ce sera quand même beaucoup plus sérieux. D'où
il m'appartient maintenant de vous présenter un peu ces recherches gigantesques en ce domaine. Alors bien sûr, je vous ai parlé de modèles, et ces modèles, bien, il va falloir que je fasse directement une structuration de cet exposé, et j'ai décidé de le faire par les sortes de modèles que je vais utiliser pour faire ces particules plus compliquées, ces hétérostructures. Mais on va avoir des modèles colloïdes, je commencerai par ça. On va avoir également des modèles bout, là je dirais c'est toutes les substances biogéniques et ainsi de suite, dans lesquels on trouvera les virus, les bactéries, et les modèles non colloïdes, où dans ce cas, on va avoir, je dirais, les fibres, nanofibres et toute autre membrane. Ensuite, on va travailler dans ce cas avec des colloïdes physiques, des colloïdes chimiques, dans lesquels, dans certains cas, il faudra faire la synthèse in situ. Ensuite, dans les modèles physiques et les modèles naturels, on distinguera les différentes méthodes de préparation et on terminera ici sur tout ce qui est les modèles naturels, qui peuvent être des modèles poussières et ainsi de suite. D'où, commençons par les modèles colloïdes. Alors ces modèles colloïdes, eh bien, ils vont tous reposer sur des solutions colloïdales dont je vous ai déjà défini ce que c'était. Alors on va avoir des colloïdes, bien sûr, la silice, ça va être, je dirais, la plateforme pour faire toutes ces hétérostructures. Il y a également des polymères colloïdes, et c'est ce qu'on appelle, vous connaissez très bien, c'est les latex, c'est la peinture finalement. Et il va y avoir des colloïdes d'or, de chalcogénures et ainsi de suite. Donc généralement, lorsqu'on va vouloir construire, assembler sur ces particules, il va falloir d'abord faire des fonctionnalisations. D'où il va y avoir des fonctionnalisations dans le cas de la silice, vous avez les groupements OH, on va pouvoir faire des fonctionnalisations ioniques, on va pouvoir rajouter directement des groupes thio, comme indiqué ici, ou voir, et on verra des exemples, je dirais, très beaux plus tard, avec des polymères comme le styrène et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, on a préparé la particule et on va aller directement déposer une couche autour. Et on va dans ce cas ce qu'on appelle l'étape de coating, c'est-à-dire d'enrobage, où on va enrober cette particule élémentaire. Et ensuite, eh bien, il va y avoir l'étape, si je peux dire, de retrait du moule, c'est-à-dire retrait finalement de mon colloïde de départ, de SiO2 et ainsi de suite, pour vous conduire à ces différentes formes de particules et ainsi de suite. D'où ce que je vais vous faire maintenant, eh bien, je vais vous décrire finalement les différentes particules que les chercheurs ont imaginées, ont réussi à faire et pour quelles applications. Alors bien sûr, dans tous les cas, on va utiliser des particules de SiO2 et si on veut faire finalement de l'assemblage, il faut être capable de préparer des particules de SiO2 identiques. Et là, heureusement, il y a un dénommé Stauber qui a fait ça il y a de cela une trentaine d'années dans un fameux papier. Et vous voyez qu'il a été cité, je crois, plus de 6600 fois. Où sa méthode est une méthode, je dirais, relativement simple sur le concept, qui consiste simplement, comme on peut le voir ici, à une réaction d'hydrolyse de l'alkoxysilane en milieu hydroalcoolique, rendu basique par une solution ammoniacale. Et grâce à ça, eh bien, on peut obtenir directement des particules sphériques avec des dispersités, je dirais, de 1, c'est-à-dire toutes identiques, des mélanges homogènes. Et vous voyez que dans ce cas, on peut jouer sur la température pour avoir des particules de taille différente. On peut également jouer sur la vitesse d'hydrolyse, qui est la vitesse limitante, en ajoutant des catalyseurs et en changeant finalement le pH de notre réaction. C'est la raison pour laquelle on peut diminuer le pH, réduire la vitesse d'hydrolyse par l'ajout d'acides aminés et ainsi de suite. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir ici, on a, grâce à cette méthode, à la disposition des quantités homogènes de particules de SiO2 et vous verrez ça plus tard, ce que ça peut donner. D'où, et en cela, eh bien, on va maintenant un peu commencer dans cette science-fiction de faire des particules cœur couronne, jaune d'œuf et ainsi de suite. Alors là, vous avez le cas typique d'un exemple où on va prendre de la silice, on va aller déposer cette silice par des méthodes sol-gel du TiO2, comme vous pouvez le voir ici, et on va également faire une méthode de calcination en prenant soin de déposer une autre couche de SiO2. Pourquoi? Parce que dans ce cas, lorsqu'on va faire un chauffage à haute température, si vous avez du TiO2 comme couche extérieure, eh bien, dans ce cas, ce TiO2 va craqueler et vous n'allez pas avoir une couche uniforme. D'où il faut la protéger. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, SiO2 va être utilisé. Et ensuite, regardez, on va faire une attaque basique avec NaOH et on va dissoudre finalement toute la partie SiO2
pour avoir à la fin eh bien, cette sphère creuse de TiO2, comme indiqué ici, qui va présenter des propriétés photocatalytiques exacerbées. Donc voilà, si vous voulez, un exemple de ce que l'on peut faire à partir de cette approche template. Un deuxième exemple, dans lequel on veut de nouveau protéger cette couche de surface, bien, on va considérer tout simplement, alors toujours, je parle de la SiO2, je vous mentionnerai que non, et dans ce cas, on va essayer de mettre une couche protectrice en surface. Et pour cela, bien, le polymère polyvinyl paralidone a été choisi. Bon, pourquoi? Eh bien, parce que dans ce cas, ce polymère peut faire des liaisons hydrogènes entre ces groupes carbonyles CO et les groupes hydroxyles de la silice. Ce qui fait qu'on va avoir une silice qui va être fortifiée à la surface. D'où ensuite, eh bien, lorsque maintenant je vais faire une attaque directement basique, vous voyez qu'en ce cas, je vais tout d'abord, je dirais, solubiliser la silice à l'intérieur du grain avant de solubiliser sur la surface. Ce qui fait que je peux faire une particule corps-couronne ou une particule creuse en ayant tout simplement de la silice à la surface qui est directement modifiée par les interactions qu'il y a avec le PVP. C'est ce que j'appellerais dans ce cas l'agent de protection. Eh bien, si on fait cela, voilà le résultat. Vous avez ici des matériaux qui ont été traités dans lesquels la réaction avec la soude varie de 1 heure à plusieurs heures. Et vous voyez qu'on peut obtenir des particules ou des pores de diamètre relativement constant en fonction de cette maîtrise, je dirais, de taux d'attaque avec la NaOH. Et alors on peut continuer ainsi. Vous allez voir que maintenant, on va aller une étape plus loin, puisqu'on va directement mettre des nanoparticules métalliques pour pouvoir jouer le rôle de catalyseur. Et vous avez dans ce cas un exemple où maintenant, je pars toujours dans la particule SiO2, voyez, et je vais la fonctionnaliser. Je vais la fonctionnaliser pour aller greffer à la surface des particules d'or, comme indiqué ici, qui sont stabilisées par des couplants citrate. Ensuite, je refais un enrobage de SiO2 et une étape, finalement, d'attaque basique avec un NaOH. Et vous voyez que j'obtiens maintenant des particules, comme indiqué ici. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai ces particules métalliques qui sont finalement insérées dans une matrice silice, mais qui est très poreuse, d'où qui va permettre finalement à tous les gaz, ou voire liquides, d'être en contact avec ce matériau métallique qui va être finalement mon catalyseur. Alors, les chercheurs sont encore allés plus loin, car maintenant, si on veut récupérer, je dirais, ces catalyseurs, eh bien vous pourrez les récupérer par des comportements magnétiques, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ont pris le même système, ils ont compliqué, si je peux dire, la synthèse, où dans ce cas, eh bien, ils ont tout d'abord pris de la magnétite, Fe3O4, ensuite, ils l'ont entouré de SiO2, et ils ont bien sûr conduit le même systématique, le même procédé. Mais l'avantage, c'est qu'en fin de réaction, eh bien, on peut tout simplement récupérer avec un aimant magnétique toutes les particules qui ont été utilisées pour cette réaction. Et ça, eh bien, ça présente des propriétés relativement intéressantes, que l'on voit ici, pour la réduction du nitrophénol par NaBH4, par exemple. Alors tout cela, je dirais, cette approche, eh bien, elle peut être étendue, bien sûr, à d'autres particules que l'or. Vous avez ici, par exemple, la formation de sphères de palladium creuse, où dans ce cas, eh bien, on va de nouveau prendre de la silice, SiO2, là je me suis trompé ici, j'ai mis une définition, dans laquelle on va tout simplement fonctionnaliser une fois de plus, pour pouvoir directement greffer le composé à base de palladium, qui est l'acétylacétate de palladium. On va avoir ce greffage en surface, et ensuite, une fois de plus, on fait l'attaque acide, c'est-à-dire qu'on sort la SiO2, et on obtient, je dirais, ces couronnes de palladium qui peuvent être utilisées comme catalyseurs, et donc vous avez la photo ici. Et ça, c'est des catalyseurs qui sont couramment utilisés dans les réactions de Suzuki, comme indiqué ici, dans laquelle vous avez l'addition d'un aryl et d'un groupement boronique pour vous donner, dans ce cas, le phénylthiophène. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors, on peut aller encore plus loin. Vous allez voir maintenant d'autres particules qui ont été, je dirais, confectionnées, dans lesquelles on va maintenant regarder les structures Yoke Shell. Alors, les structures Yoke Shell, là aussi, c'est quand même relativement compliqué pour traduire ça de l'anglais au français, d'où ce qu'on appellerait la structure jaune d'œuf, où on va tout simplement avoir la coquille avec la particule à l'intérieur, et on va pouvoir tout simplement agir. Alors, comment on fait ça? Eh bien, toujours pareil, on parle de particules d'or qui va être stabilisées par des citrates,
on entoure de SiO2, on fait une attaque NOH, vous avez le gradient de concentration qui va faire en sorte que vous allez avoir finalement, vous pouvez éliminer la silice à l'intérieur et vous obtenez finalement avec des particules d'or qui deviennent relativement libres à l'intérieur de ces schémas. Et vous voyez systématiquement, je vous fais chaque fois la schématique pour avoir à côté la photo qui supporte finalement cette schématique avec, dans ce cas, vous avez la silice avec la particule directement, dans ce cas, d'or à l'intérieur. Ça veut dire que les catalyseurs peuvent directement avoir accès. Et dans ce cas, eh bien, on peut montrer les propriétés catalytiques. Vous avez là aussi testé sur la réduction du nitrophénol par NaBH4. Vous voyez le matériau au départ et après directement l'effet du catalyseur. Et là, vous voyez le temps d'attaque, c'est-à-dire plus je vais ici, plus l'attaque finalement a augmenté, c'est-à-dire plus ma couche de silice devient poreuse, d'où un accès plus rapide, une cinétique plus rapide au niveau des propriétés catalytiques. Alors tout cela, eh bien, vous allez voir, ça se fait, je dirais, dans de nombreux exemples. Il va y avoir d'autres systèmes où on peut préparer dans le même concept. Vous voyez maintenant, on peut préparer des yolk shells avec l'or et SiO2. Dans ce cas, toujours pareil, particules d'or stabilisées par les citrates. Ensuite, méthode Stauber, SiO2 autour. Et dans ce cas, on fait une attaque, pas de la silice, mais de KCN, selon la réaction indiquée ici. Vous voyez qu'ici, on a de nouveau ces particules creuses avec le catalyseur à l'intérieur et de nouveau des propriétés, je dirais, catalytiques relativement intéressantes. Et on peut continuer sur ces exemples, et je vais en faire un ou deux de plus. Voilà ce cas où on va faire la même chose avec de l'or et du TiO2. Vous voyez chaque fois, mais dans ce cas, on part de l'or. Toujours pareil, on passe méthode Sol-Gel et SiO2. Méthode Sol-Gel, on ajoute directement la chloroxylane de titane, on met TiO2. On retire, dans ce cas, eh bien, la silice pour obtenir la porosité de TiO2 comme indiqué ici. Vous avez dans ce cas les catalyseurs qui peuvent être obtenus avec ici les propriétés de ces catalyseurs pour faire, je dirais, des réductions vis-à-vis de CO2, des CO2. Alors ces exemples, je pourrais continuer, bon, je dirais indéfiniment, puisqu'il y a des milliers de papiers par an. Je vais en sortir un ou deux de plus pour vous montrer quand même une petite variété qui se passe, où dans ce cas, on va coupler finalement une partie organique avec une partie inorganique. Et on va reprendre un système encore identique, toujours pareil, particules d'or, SiO2, où maintenant, vous voyez ce que je vais faire, je vais directement aller coupler ou accrocher ou greffer une monocouche de chlorométhyle de xyloxane. Et dans ce cas, je suis en train directement de mettre l'initiateur d'une polymérisation avec différents types de particules que sont directement, comme indiqué ici, le benzyle métacrylate. Et vous voyez qu'en ce cas, je fais une polymérisation que je vais tout simplement attacher à ma SiO2, c'est cette couche en vert, comme indiqué ici. Et ensuite, toujours la même chose, je vais tout simplement, dans ce cas, retirer ma silice pour avoir finalement ces particules, ces coques, à l'intérieur duquel vous avez le catalyseur comme une bille qui va pouvoir directement bouger, ainsi de suite. Et voilà la représentation que vous voyez au niveau microscopie de ces différentes entités. Alors ça aussi, eh bien, c'est des méthodes que l'on fait dans le cas eh bien, de la silice. La question, vous avez vu, j'ai toujours la silice, l'or, ainsi de suite. On peut également extrapoler ça à d'autres systèmes et avec des calcogénures, une fois de plus. Vous allez voir maintenant comment on peut préparer finalement des couronnes de CuS, par exemple. Et dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser ce mélange de sulfate de cuivre dans lequel je vais faire réagir du triton, qui est un tensioactif, en présence de cyclohexane et de disulfure de carbone. Je vais obtenir cette émulsion, ou ces micelles. Et ce qui va se passer dans ce cas, c'est que cette micelle, vous avez la partie liquide dans laquelle le cuivre est insoluble, alors que CS2 n'est pas du tout soluble en milieu aqueux, mais seulement en milieu directement cyclohexane. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, le cuivre et le soufre vont réagir ici à l'interface. Et c'est la raison pour laquelle le mécanisme est indiqué ici. Vous voyez que le cuivre va directement aller à la surface de la micelle pour trouver le S- qui est apporté par le sulfure CS2 pour finalement vous donner CuS. Donc voilà là aussi comment on peut obtenir ces particules creuses, sphériques, ainsi de suite. Et enfin, un dernier exemple pour vous montrer que cette structure, on va passer maintenant pas seulement de particules sphériques,
on va passer finalement à des barreaux, du bâtonnet, où je vais utiliser quelque chose qui peut être plus simple, qui n'a pas tellement à voir avec des colloïdes, mais qui est l'effet Kirkendall. C'est quoi cet effet Kirkendall? C'est tout simplement lorsque vous avez deux éléments dans lesquels la diffusion du métal dans l'un va être très différente de celle dans l'autre. Et vous allez comprendre sur cet exemple. Vous voyez ici, j'ai un fil de ZNO sur lequel je vais aller déposer de l'alumine à L2O3 par la déposition couche par couche. Je vais obtenir cette structure dans laquelle la diffusion du zinc est très rapide. C'est-à-dire, dès que je vais chauffer, bien, je vais avoir une diffusion, une réaction interface à l'état solide. Et vous voyez que je vais former dans ce cas un nanotube de spinel, indiqué ici. Et vous voyez très bien, sur cette image, vous avez ici la particule d'or qui est nécessaire pour faire croître tout simplement le nanofil de ZNO. Vous voyez ici, toute cette partie, je dirais, ouverte, et le tube, c'est-à-dire qu'en ce cas, j'ai créé, dû à une diffusion différente à l'interface, tout un canal pour la diffusion. Et dans ce cas, on peut appliquer cela à de nombreux exemples. Par exemple, si vous pouvez utiliser un fil de silicium, vous couvrez ça par du tungstène, eh bien, vous allez obtenir très rapidement, par simple chauffage, des nanotubes de WSI dus tout simplement à cet effet Kirkendall. D'où la question peut-être maintenant qu'on peut se demander finalement à quoi tout cela est utile. Je vous ai montré qu'il y a des applications au niveau des catalyseurs. Et la question qu'on peut se poser, puisque rappelez-vous, ce cours et les procédés est relié à l'énergie, en quoi cela peut apporter au niveau de l'énergie et au niveau finalement des accumulateurs. Et là, je vais vous montrer finalement que ces approches, eh bien, les chercheurs les appliquent également pour préparer des matériaux d'électrode. Alors, un exemple, eh bien, je vais vous montrer dans le cas des batteries à ion lithium, que vous connaissez très bien, où, au jour d'aujourd'hui, on utilise ou on voudrait utiliser une électrode négative de silicium. Mais là aussi, il y a des problèmes majeurs du fait que lorsque vous allez cycler ce silicium, cette électrode va directement prendre un volume gigantesque et vous avez un changement de volume de 300%. Donc il faut arriver à maîtriser ce changement de volume. Deuxième exemple que je vais traiter en deux transparents, c'est le cas des accumulateurs lithium-soufre qui sont en état de développement, où dans ce cas, eh bien, la difficulté, c'est qu'on prépare ces polysulfures qui vont être solubles dans l'électrolyte. D'où par conséquent, comment empêcher tout cela? Eh bien, on va tout simplement utiliser une méthode qui va être commune aux deux, qui s'appellerait la méthode du confinement. Cette méthode du confinement, vous me voyez certainement venir, on va l'utiliser sur la même base de ce que je vous ai montré. Alors comment? Eh bien, vous voyez, on va directement faire cette structure que j'appellerai Yoke Shell. Vous voyez qu'ici, je vais repartir maintenant de mon silicium métallique, sur lequel je vais mettre du SiO2. Je vais mettre la polydopamine, qui va être directement ma couche verte ici, et je vais chauffer. Lorsque je chauffe, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais pyrolyser cette molécule, je vais avoir finalement ma couche de carbone. Ensuite, je fais une attaque au HCl, eh bien, dans ce cas, je vais sortir tout simplement ma silice. Et je termine avec cette fameuse structure Yoke Shell. Et vous voyez que maintenant, eh bien, si le silicium veut s'étendre, augmenter son volume, eh bien, il va pouvoir le faire sans se briser, puisque je lui ai mis une carapace de carbone autour. Et sur ce principe, eh bien, d'abord, je vais tout simplement éviter la perte de percolation électrique entre les différentes particules de mon électrode. Je ne vais pas modifier ma SEI, puisque c'est toujours la SEI qui sera sur le carbone, et je vais maintenir un contact constant avec cette couche. Et vous voyez qu'en ce cas, on peut obtenir, je dirais, des capacités ou des tenues en cyclage qui sont relativement plus intéressantes. Mais, lorsque vous faites des choses pratiques, vous voyez que la faiblesse de cette approche, eh bien, c'est la densité tassée. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est grosso modo, c'est combien de matériaux on peut mettre dans un accumulateur. Et c'est ça qui va définir finalement l'énergie qui va sortir. Vous voyez qu'en ce cas, avec une densité de 0,15 g par centimètre cube, je ne vais pas aller tellement loin en termes de la densité d'énergie. D'où on va être limité fortement avec ce type d'électrode. Raison pour laquelle les chercheurs ont bien réalisé cela, ils ont essayé de contourner cette approche. Vous allez voir jusqu'où va l'imagination. Eh bien, on va faire tout simplement des structures de type grenade. Bon, ce n'est pas un explosif, c'est un fruit. Et vous voyez qu'en ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des nanoparticules de silice que l'on va entourer par SiO2
pour faire cette microémulsion. Et ensuite, on va tout simplement, dans ce cas, évaporer, on va avoir un auto-assemblage sur lequel on va aller faire une méthode que je vous ai déjà mentionnée. C'est la méthode directement de dépôt de carbone par la méthode résorcinol-formaldéhyde, pour ensuite pyrolyser cela, faire une attaque acide, pour obtenir directement cette grenade de silicium. Ou, dans ce cas, eh bien, localement, toutes les particules de silicium sont connectées électroniquement et ont, comme vous pouvez voir ici, cet espace pour pouvoir absorber et relarguer le lithium. Eh bien, quand on fait ça, eh bien, vous voyez la photo de ces particules, eh bien, on obtient, dans ce cas, ces comportements électrochimiques qui sont, je dirais, améliorés. Mais vous voyez ici, on est à une densité tassée de 0,53, alors qu'aujourd'hui, dans les électrodes qu'on développe, on essaie d'être à 1,6, 1,7. Donc tout ça, c'est des recherches très élégantes, mais qui sont loin encore de l'application, en raison des limitations en termes d'énergie densité, car toutes ces recherches vous donnent des particules avec du volume qui n'est pas, je dirais, des plus intéressants pour les matériaux d'électrode. Alors, une approche plus intéressante, cependant, est dans le cas des lithium-soufre, où là aussi, pour empêcher cette dissolution des composés polysulfures, eh bien, on va, dans ce cas, de nouveau, utiliser cette méthode Yoke-Shell, où on va, dans ce cas, préparer, on part du soufre, on va déposer par sol-gel TiO2, et ensuite, on va dissoudre une partie du soufre par du disulfure de carbone. Et vous voyez qu'en ce cas, on a cet espace libre, et ça, eh bien, ça va permettre tout simplement le soufre de grossir et de se réduire durant l'absorption ou la désorption de lithium, et en même temps d'être confiné dans, je dirais, cette cavité. Et grâce à cela, eh bien, vous avez les particules, ici vous voyez des belles particules, comme indiqué par la photomicroscopie, et on obtient, ou les chercheurs ont obtenu, des tenues en cyclage de 1000 cycles et plus. Et en allant encore plus loin que ça, eh bien, dans ce cas, l'erreur de la communauté, c'est qu'on avait utilisé des oxydes de titane qui étaient isolants. Et récemment, les chercheurs ont développé une méthode, je dirais, à peu près identique, mais plus astucieuse, qui, vous allez voir par la suite, est compliquée quand même, où on va partir d'une particule de SiO2, on va aller déposer du TiO2 en surface, et on va aller directement déposer, dans ce cas, de la dopamine, des phénylamines. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un chauffage. Et ce chauffage, il va être important, parce qu'il va vous donner d'abord la pyrolyse de la partie organique, c'est-à-dire le carbone, mais surtout, il va directement transformer TiO2 en Ti4O7. Et Ti4O7 est un matériau qui est très bon conducteur électronique. Ce qui fait que dans ce cas, eh bien, ce matériau très bon conducteur électronique, il va non seulement assurer la percolation électrique, mais surtout, il va absorber le soufre. C'est-à-dire qu'il va piéger le soufre, et il va empêcher finalement sa mobilité et son déplacement lors de ces réactions. Et on obtient ces structures comme indiqué ici. Et grâce à cela, eh bien, voilà les particules qui sont indiquées ici. Vous avez dans ce cas le soufre intérieur. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, au jour d'aujourd'hui, il y a des nombreux cyclages aux alentours de 2000 cycles obtenus sur ces composés. D'où voilà, si vous voulez, un peu vous donner ce qu'on peut faire avec cette chimie template sur des particules. Alors vous voyez, je vous ai passé un peu en revue tout ce qui peut se faire. Vous avez ici des particules de CUS, des particules Yoke-Shell, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ce qu'on va voir maintenant, on va voir un autre aspect, finalement, de cette chimie template. Un autre aspect qui va être, finalement, l'assemblage de simples sphères. Alors bien sûr, jusqu'à maintenant, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les sphères, pour la bonne et simple raison que c'est, en raison de la minimisation de l'énergie de surface, eh bien, lorsqu'on passe en composé amorphe, c'est la meilleure façon d'obtenir une sphère, et c'est facile à faire. D'où, on peut regarder ces différentes sphères colloïdales, et on peut les assembler, et on a dans ce cas ce qu'on appelle un cristal colloïdal, ou un cristal photonique. Pourquoi un cristal photonique? Mais dans ce cas, si vous voulez, la variation périodique de l'indice de réfraction du milieu d'électrique eh bien, est dans une longueur d'onde des micro-ondes. Ce qui fait que, comme on dit X-ray, vous allez avoir des bandes interdites aux photons. Et si, par exemple, vous avez des défauts, eh bien, dans ce cas, vous allez avoir des bandes passantes et des absorptions à différentes longueurs d'onde. Mais on peut également avoir des molécules colloïdales dans lesquelles maintenant on a 4 ou 5 sphères qui vont directement s'assembler. Alors la question est finalement, on sait faire
des clusters colloïdaux avec des molécules inorganiques. On sait faire des clusters de polystyrène. Et la question qui se pose, est-ce que l'on peut finalement compliquer un peu ce jeu et passer à des structures différentes, voire des tétraèdres ou autres? Et là, je vais vous rapporter du travail qui a été fait dans le groupe du premier conférencier que j'ai eu cette année, qui est Étienne Duguet. Où dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que ces chercheurs ont fait? Ils ont essayé finalement de combiner la partie inorganique avec, tout simplement, une partie organique pour faire ces particules à plusieurs directions qu'on va appeler des tétrapodes et ainsi de suite. Alors, comment cela se fait-il? Et comment ça se fait? Eh bien, vous voyez ici, on va une fois de plus partir de particules de silice fabriquées par la méthode Stauber. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux directement agencer une partie inorganique avec une partie organique. D'où il va bien sûr me falloir dans ce cas un agent de couplage. Pourquoi cet agent de couplage? Parce que la partie inorganique, comme vous le savez, est fortement hydrophile. La partie organique est fortement hydrophobe. D'où par conséquent, il va falloir tout simplement cet agent de couplage qui va me permettre de greffer mon organique sur mon inorganique, comme indiqué ici. Je fais ça, et ensuite on va tout simplement y greffer du polystyrène. Et cela se fait par polymérisation en émulsion du styrène, c'est-à-dire vis-à-vis d'une microémulsion. Et vous voyez qu'en ce cas, on va pouvoir nucléer ces nodules de polystyrène et former ces différentes particules comme indiqué ici. Dans ce cas, il faudra un initiateur, ce qui est utilisé ici, un tensioactif, ainsi finalement que mon styrène indiqué ici. Et bien sûr, il va y avoir différents paramètres. Tout d'abord, il vous faut, quand vous faites ces genres d'études, excusez-moi, des particules bien homogènes. Vous voyez qu'en ce cas, on va avoir des polydispersités, ce qui est assez impressionnant, de 1,005. Ensuite, cet agent de couplage, eh bien, son épaisseur, la quantité de sites qui va directement occulter vont être importantes. Malgré tout ça, et ça je crois que c'est des photos, je dirais, magnifiques, vous montrent comment les chercheurs ont obtenu finalement la maîtrise de ces procédés. Vous avez ici finalement, en changeant la taille des germes, vous avez ce que l'on appelle les tétrapodes, avec les rendements indiqués ici. Vous voyez que maintenant, si je change directement la nature ou la grosseur de ces germes, eh bien, je vais pouvoir avoir des configurations différentes. Et bien sûr, on va pouvoir maintenant non seulement jouer sur la taille de cette silice, mais on va pouvoir aussi jouer sur l'agent de couplage. Et selon l'épaisseur de l'agent de couplage que je vais mettre, eh bien, je vais pouvoir avoir dans ce cas différentes formes. Et là, vous retrouvez les différents polygones que vous êtes bien habitués, tétrapodes, hexapodes, et ainsi de suite. Et là, eh bien, tout ça, finalement, peut se modéliser. Et se modéliser tout simplement en minimisant l'énergie de ces configurations, qui sont finalement la somme d'interactions attractives entre, dans ce cas, le nodule polystyrène et mon germe de silice, et répulsives entre, tout simplement, mes deux nodules de polystyrène. D'où on peut faire, finalement, toutes ces genres d'entités. Et dans ce cas, eh bien, ensuite, on peut continuer, je dirais, cet auto-assemblage avec des réactions indiquées ici. Je vais pouvoir modifier ma surface, et dans ce cas, je vais tout simplement avoir des particules que j'appellerai des particules patchées, sur lesquelles je vais pouvoir encore aller faire de la chimie, ou je peux faire directement de la recroissance du cœur pour obtenir ce genre de particules. Et vous voyez qu'en ce cas, finalement, on passe de molécules colloïdales, c'est-à-dire d'agrégats finalement de particules dont la forme imite une molécule qui est bien connue, qui est la molécule de méthane, à des atomes, je dirais colloïdaux, dans lequel, dans ce cas, vous voyez que l'atome avec ses 4 fossettes imite très bien la configuration sp3 qu'on est habitué de connaître dans les atomes. Et à partir de ça, eh bien, on va pouvoir faire de la chimie. Cette chimie, eh bien, je vais vous la montrer un peu dans le cas des particules à fossettes, où dans ce cas, eh bien, vous voyez que si je fais mon hexapode, mon tétrapode, dans ce cas, si je fais de nouveau une croissance par de la silice ou du germe de silice à l'intérieur, je vais directement augmenter mon germe de silice, et après, tout simplement par ultrasons, je vais pouvoir directement dissoudre les nodules et obtenir ces particules, comme indiqué ici, avec ces différentes configurations. Et vous voyez que là aussi, on obtient la configuration type sp3. Et
vous voyez directement la beauté de ces particules que l'on peut faire. Alors ces particules, eh bien, on va pouvoir faire de la chimie, parce que lorsque je vais directement retirer ces modules ou ces nodules de polystyrène, vous avez toujours une partie qui va rester, là, des attaches, que je vais pouvoir fonctionnaliser, avec, dans ce cas, faire une chloration, et ensuite, tout simplement, une amination pour pouvoir, de nouveau, piéger des particules d'or. Vous avez ici, finalement, ces configurations sp3 avec des particules d'or. Et vous les voyez très bien ici. On peut également utiliser maintenant ces nodules de polystyrène comme, je dirais, des masques. Et ce que je vous montre ici, je vais maintenant fonctionnaliser ma surface de SiO2 pour pouvoir, de nouveau, y mettre, fonctionnaliser avec des groupes thio, parce que lorsque vous avez de l'or, c'est chaque fois avec les groupes thio que vous allez directement les fonctionnaliser, et pour obtenir directement ces différentes sortes d'objets, et ainsi de suite. D'où, j'espère vous en montrer là, la possibilité de cette chimie. Et bien sûr, ce n'est qu'un début, mais le rêve des chercheurs dans le domaine, eh bien, c'est de continuer avec cet assemblage de briques, de poursuivre cette chimie du Lego, pour pouvoir faire finalement des réactions, comme vous connaissez relativement bien, des réactions chimiques, dans lesquelles on va pouvoir avoir ces molécules colloïdales, et finalement préparer des structures cristallines et faire de l'auto-assemblage. D'où cette chimie reconstructive n'en est qu'à ses débuts, mais je dirais qu'elle est très prometteuse pour l'avenir et pour faire des objets qui peuvent être, je dirais, très intéressants. D'où voilà, si vous voulez, un autre aspect de cette chimie des templates, qui est plutôt une chimie d'auto-assemblage, où l'on peut préparer différentes sortes de structures, et ainsi de suite. Alors, un autre aspect que je vais vous montrer sur cette chimie des templates va maintenant consister à prendre des particules nanométriques et faire, par cette chimie des templates, des réactions d'échange. Et là, je vais revenir sur les travaux qui ont été faits à Berkeley par le professeur Alivatos, où dans ce cas, eh bien, on va utiliser tout simplement des nanoparticules de cadmium en sélénium, comme indiqué ici, qui vont faire des réactions d'échange pour obtenir des particules de Ag2Se. Et dans ce cas, la réaction est relativement simple. Vous prenez directement des colloïdes de C2Se dans le méthanol, vous y directement versez du nitrate d'argent dans le toluène, et dans un temps record, inférieur à 1 seconde, vous pouvez obtenir directement Ag2Se. Une telle réaction va demander des heures à des températures de 5 ou 600 degrés. Là, vous voyez que dans ce cas, elle est fortement rapide. Cette réaction, bien, elle va dépendre, bien sûr, de la taille des particules. Et vous voyez qu'en ce cas, si je prends des particules bâtonnées, eh bien, je vais pouvoir obtenir dans ce cas des particules sphériques. Cela veut dire tout simplement que dans ce cas, je n'ai pas une réaction topotactique, car s'il y avait une réaction topotactique, eh bien, j'aurais maintenu directement la forme de mes particules, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que dans ces réactions d'échange, qui sont des réactions d'échange cationique, eh bien, j'ai également mon réseau d'oxygène qui est en train de bouger. D'où j'ai à la fois mon réseau cationique et mon réseau anionique qui est en train de bouger. Alors, la question que l'on peut se demander, c'est pourquoi de telles réactions ont lieu et quelle est finalement, si je peux dire, la force motrice de telles réactions. Bien, cette force motrice, bien, elle va être tout simplement reliée à l'énergie de solvatation des solvants utilisés avec les espèces métalliques que je regarde. Et dans ce cas, bien, j'essaie de vous expliquer cela en revenant toujours pareil à la théorie HSAB, que j'ai déjà traitée, je crois, la première année, où on va regarder le caractère dur et le caractère mou des espèces qui sont en considération. Et vous voyez que si je fais ce petit tableau, bien, je vais avoir le cadmium plus 2, qui est un acide Lewis, qui va être dur, alors que l'argent sera directement mou, méthanol sera dur, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez qu'en ce cas, bien, lorsque je prends CDSE avec directement dans le méthanol et du nitrate d'argent, bien, le couple argent-méthanol est un couple mou-dur, d'où il va être directement déplacé par le couple dur-dur, qui va être tout simplement cadmium-méthanol. Ce qui fait qu'en ce cas, je vais tout simplement prendre mon atome de cadmium et le remplacer par un atome d'argent. Ce qui fait que je fais ma réaction d'échange. Et cette réaction d'échange est réversible, car si maintenant je passe directement dans ce matériau indiqué ici, eh bien, dans ce cas, c'est l'opposé. Vous avez qu'en ce cas, j'ai directement mou, dur, et je vais faire en ce cas la réaction inverse. Donc tout cela est basé tout simplement sur une réaction de solvatation, et vous pouvez a priori
lorsque vous avez de telles réactions d'échange, savoir si une réaction va avoir lieu dans un sens ou dans un autre, si vous regardez de nouveau ce simple concept HSAB. Et on peut appliquer ça à d'autres, je dirais, composés. On peut préparer des cyanures de plomb, et ainsi de suite. Et je vais vous montrer ici un autre exemple où, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais directement utiliser CDSE une fois de plus, et je vais tout simplement essayer de faire des réactions avec ces deux, je dirais, agents, que sont, dans ce cas, l'oléate de plomb ou l'oléamine. Et vous voyez que dans un cas, eh bien, je vais avoir la réaction d'échange PBSE. Et pourquoi j'ai cette réaction d'échange? Eh bien, une fois de plus, ce sont des problèmes d'énergie de solvatation qui peuvent se comprendre à partir de la dureté et, je dirais, de la mollesse de certains solvants et de certains cations. Et vous voyez ici, j'ai refait le tableau, comme auparavant, avec les différents couples. Et bien, vous voyez effectivement que dans ce cas, on peut tout simplement avoir cette réaction avec seulement l'oléamine, pour les raisons indiquées ici, car on a directement les deux soft-salt sont en accord. Vous voyez là aussi, ça vous montre comment une maîtrise de ce concept de HSAB avec ces problèmes de solvatation d'énergie peuvent vous aider à préparer de nouveaux matériaux. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur tout ce qu'est ces colloïdes, ces synthèses templates à partir de ces colloïdes. Donc maintenant, je voudrais terminer ce cours en passant à d'autres systèmes de templates qui sont des modèles non colloïdes. Alors là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on va prendre des structures bien définies et on va tout simplement aller faire de la chimie à l'intérieur. Alors pour cela, bien, un exemple va être le suivant. Je vais maintenant prendre des structures connues. Vous prenez la zéolite, qu'on peut nommer qualité sexe, c'est-à-dire comment elle est trouvée dans le commerce, sur lequel maintenant vous avez une structure. Eh bien, je vais aller remplir ou de façon confocale les différents murs de cette structure et ensuite faire une méthode de retrait et je vais obtenir directement le replica. Et ça, eh bien, on va l'appliquer souvent dans les matériaux d'électrode. Vous voyez ici, là j'ai une structure de zéolite, base alumine, là je n'ai plus que du carbone. Et tout ça, eh bien, on peut utiliser ça pour directement des supercondensateurs avec des capacitances de 130 farad par gramme. On utilise ça, et on l'a utilisé dans le passé pour nos matériaux d'électrode, la même philosophie. Je vais prendre maintenant ce moule, je vais y faire ma réaction chimique, par exemple dans ce cas je vais faire du Cr2O3, et bien je vais tout simplement utiliser cette solution de nitrate de chrome, que je vais remplir les pores, je vais faire une pyrolyse à 150 degrés, retirer mon moule pour obtenir Cr2O3 avec le replica, avec la même structure comme mon matériau zéolite au départ. Et vous pouvez voir, dans ce cas, eh bien, on obtient, je dirais, les canaux, les tunnels de la structure zéolite, comme indiqué ici. Et vous voyez que l'avantage maintenant, j'ai des murs de 10 nanomètres avec des pores de 10 nanomètres. Et pour le matériau d'électrode, pour faire des cinétiques, je dirais, relativement importantes, eh bien, cela est, je dirais, un atout très avantageux. Et c'est grâce à ça que certaines réactions qu'on appelle réactions de conversion, on a pu les maîtriser sur un grand nombre de cycles, dû au fait qu'on a ces structures trois-dimensionnelles qui sont rigides et qui ne vont pas directement se briser lors du cyclage. On a également joué ce même jeu dans le cas, je reviens aux batteries lithium-soufre, où dans ce cas, eh bien, on a ces composés métal organiques qui sont constitués d'une partie, je dirais, organique, qui sont dibenzène carboxylate, qui sont reliés par des octaèdres de fer. Eh bien là, on peut de nouveau remplir toutes ces cavités par du soufre pour avoir le même principe qu'auparavant, c'est-à-dire piéger le soufre à l'intérieur de ces cavités et empêcher le soufre de migrer durant l'absorption de lithium et le relargage de lithium. Et grâce à ça, eh bien, on a également pu obtenir des matériaux avec des propriétés exacerbées. Un autre exemple, dans les matériaux d'électrode, et celui-là est assez important aussi, où dans ce cas, je vais partir d'opale, c'est-à-dire d'opale, ça veut dire dans ce cas, c'est des configurations, je dirais, trois-dimensionnelles de billes de latex ou de polystyrène, sur lequel on va dans ce cas électrodéposer du nickel, et on verra ces méthodes plus tard, pour obtenir, vous voyez, en vert le nickel et les opales ici. On va faire dans ce cas un retrait du gabarit par des attaques acides ou basiques. On a cette opale inverse que l'on va ensuite utiliser
pour aller redéposer nos matériaux actifs. Et grâce à ça, eh bien, on peut obtenir ces différents matériaux d'électrode, comme on peut voir ici, avec ces belles configurations qui sont parfaitement interconnectées entre différents effectivement, tunnels pour avoir des propriétés en puissance qui sont relativement importantes. Donc tout ça, ça se généralise et on peut le faire, je dirais, avec beaucoup de variantes. Je vous ai mentionné une autre ici, où maintenant on va prendre un matériau de V2O5, où on va partir de cette opale de nickel inverse. Bon, pourquoi le nickel? Parce que le nickel n'est rien d'autre que le collecteur de courant qu'on va utiliser dans certains accumulateurs, où on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, aller dans un premier temps déposer du graphène, faire de la solvol thermale pour déposer du V2O5. Ensuite, on va retirer le nickel et on va, dans ce cas, refaire une méthode de solvol thermale avec de nouveau du graphène. Ce qui fait qu'on a finalement des structures sandwich, comme vous pouvez voir ici, V2O5, graphène, V2O5. Et grâce à ça, on peut faire des électrodes épaisses, comme indiqué ici. Vous voyez, tout ça a un certain avantage et une certaine utilité. Et si on regarde les performances de ce matériau, bien, je m'aperçois ici que vous avez de très bonnes tenues en cyclage, comme indiqué ici, avec des électrodes épaisses et également une très bonne cinétique. Donc je pense que j'ai utilisé mon temps, je vais être obligé de m'arrêter. 10 000 papiers, ce n'est pas évident à résumer. Donc je vais m'arrêter là, et bien sûr, on poursuivra cette approche template la prochaine fois. Et encore, merci de votre attention. Et je vais laisser la parole au prochain conférencier qui va vous parler plutôt des matériaux colloïdes et ainsi de suite pour l'optique. Merci encore.